Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du vendredi 23 juillet 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés pour cette dernière séance de la semaine où la hausse se poursuit toujours sur le marché actions. Hier, Wall Street a aussi terminé en hausse dans la lignée maintenant de 2 séances consécutives de gains, alors que les investisseurs sont à nouveau tournés vers les valeurs à forte croissance après la publication de données économiques un peu ternes et aussi quelques résultats trimestriels mitigés. Dans l'ensemble, le Nasdaq, encore une fois, a été porté par les titres à forte croissance et pour rappel, les géants du numérique, dont Apple, Amazon, Facebook et Google, eh bien, publieront leurs résultats trimestriels à partir de la semaine prochaine. Pour rappel, ces géants de la tech représentent quasiment 10 000 milliards de capitalisation boursière, soit à peu près 9% de la capitalisation boursière mondiale. Donc forcément, les grosses tech sont attendues au tournant et ça devrait créer pas mal de volatilité pour suffisamment permettre une accélération, je pense, à la hausse des indices, notamment du Nasdaq, si elles battent le consensus. Sinon, les données publiées hier dans la journée montrent quand même que le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage a progressé de manière inattendue, établissant la semaine dernière à un pic en 2 mois. Donc forcément, on a une attention toute particulière qui est portée aux indicateurs de marché du travail, puisque les investisseurs cherchent à anticiper un possible resserrement des mesures de stimulus de la Réserve fédérale américaine en amont de sa réunion la semaine prochaine. Ça reste l'un des éléments que surveille la Fed, c'est le marché du travail et l'inflation. Et tant que l'économie américaine n'aura pas retrouvé le plein emploi comme c'était le cas avant le Covid, eh bien, elle devrait rester encore au chevet des marchés financiers et poursuivre sa politique monétaire ultra accommodante. En Europe, ce matin, les bourses européennes, elles, sont aussi en hausse après les annonces sans grande surprise de la Banque centrale européenne hier, qui bien évidemment maintient un soutien monétaire accru, j'ai envie de dire. La Banque centrale ne va pas, pareil, changer son fusil d'épaule dans l'immédiat. Elle a opté déjà pour le statu quo, donc rien n'a changé au niveau des taux. Et pareil, elle va surtout continuer à maintenir sa politique accommodante. Par ailleurs, on a en plus eu ce matin un membre du conseil des gouverneurs de l'institution qui a précisé que la BCE réfléchirait à l'automne sur ses programmes d'achat de titres sur les marchés, qu'elle n'a pas modifié jeudi. Donc, très clairement, pour moi, le fameux tapering qu'on entend parler maintenant depuis quelques semaines, donc le rachat de titres, ce qui vise justement, c'est la réduction des rachats de titres. Concernant la BCE, apparemment, elle devrait faire un communiqué à partir de l'automne. Et pour la Fed, je m'attends à quelques déclarations pareilles d'ici la fin de l'été ou lors de la réunion et de la conférence à Jackson Hole aussi, qui est prévue normalement fin août. Par ailleurs, on a aussi eu le début de la journée qui a été animé par les résultats préliminaires des enquêtes PMI concernant le secteur privé de toute une série de pays européens. Et l'indice PMI composite d'IHS Markit s'est redressé de 59,5 en juin à 60,6 en juillet dans la zone euro, soit son plus haut niveau depuis juillet 2000. Donc, on est sur des niveaux records, soutenus notamment par la réouverture de l'économie, accompagnant bien évidemment l'allègement des restrictions sanitaires. Donc maintenant, reste à savoir comment les pays européens vont gérer
le variant Delta, étant donné que la Banque centrale, elle, a très clairement dit hier, la BCE, qu'elle n'allait pas modifier son programme de rachat d'actifs et qu'en plus, elle s'inquiétait quand même de l'impact du variant Delta sur l'économie et la reprise économique. Donc forcément, elle maintient ses mesures et son soutien monétaire tant qu'on n'a pas plus de visibilité sur le variant Delta. Mais encore une fois, après une euphorie un peu totale sur l'ensemble des indicateurs, vous voyez qu'on a retrouvé des niveaux pas vus depuis maintenant 20 ans. Donc après l'euphorie, je m'attends maintenant à un retour à la normale, une sorte de normalisation sur l'ensemble des indicateurs macroéconomiques. Et bien évidemment, ce qu'il va falloir surveiller, ce sera le variant Delta qui pourrait ternir un peu cette reprise et donc potentiellement inquiéter les marchés financiers. Mais encore une fois, la Banque centrale a suffisamment rassuré hier, donc si elle injecte encore un peu plus de liquidité, logiquement, les marchés, malgré variant Delta, vous voyez qu'on a perdu 3% lundi à l'ouverture et aujourd'hui, finalement, retour presque sur des niveaux historiques, notamment aux États-Unis. Donc, pas de grande inquiétude tant qu'on n'a pas très clairement de nouveaux lockdowns, de nouveaux confinements ou véritablement des mesures ou des restrictions sanitaires assez strictes pouvant véritablement pénaliser l'économie mondiale. Ici, concernant la partie macro, encore une fois, je vous montre les buybacks. Je vous avais présenté un graphique hier des buybacks. Pour rappel, ce sont les rachats de titres des entreprises, ce qui permet aussi de faire gonfler de manière artificielle le cours de bourse. Donc, on avait eu un gros rebond des buybacks et justement, ici, ça permet de mettre un peu en perspective où est-ce qu'on se situe, d'où on vient et où est-ce qu'on pourrait aller à la fin de l'année. Donc, très clairement, je vous disais que sur le premier semestre de l'année, les entreprises, notamment américaines, avaient annoncé, vous voyez, 567 milliards de rachats de titres, soit un niveau record. Donc ça, c'était les prévisions et les attentes surtout, les anticipations, j'ai envie de dire, enfin pas vraiment les anticipations, mais les annonces concernant le rachat de titres pour le premier semestre. Donc effectivement, on est sur un niveau record. Et si on regarde à la fin de l'année, là c'est un graphique qui montre justement au final le montant qu'on a eu des rachats des buybacks. En 2018, on a quasiment eu 1000 milliards, 2019 700 et bien évidemment en 2020, bon, bah, avec la crise du Covid, les rachats de titres ont fortement diminué. Actuellement, on se situe justement ici, on est au-dessus de la moyenne à 3 ans, donc très clairement, les entreprises n'ont pas perdu une minute pour libérer les vannes et effectuer des rachats de titres. Malheureusement, je ne sais pas à quelle date se situe ce graphique, étant donné que là, il affiche à peu près pour 400 milliards. Mais selon les annonces qui ont été faites début juin, on devrait se situer déjà à 567 milliards. Donc très clairement, on devrait même dépasser 2019. Et étant donné l'engouement qu'on a eu ici, déjà qu'on bat des records sur juste le premier semestre, donc si on poursuit sur cette dynamique, on devrait largement dépasser les niveaux de 2018 pour atteindre, je pense, environ 1100 voire 1200 milliards de rachats de titres, soit un record historique sur l'année. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les rachats de titres devraient permettre la poursuite de la hausse si on n'a pas d'éléments exogènes qui viennent
qui pourraient en tout cas impacter les marchés dans les prochaines semaines. Pour rappel, selon moi, ce serait une inflation permanente, donc la Fed qui s'est complètement plantée dans son scénario. Dans ce cas-là, perte de confiance de la part des investisseurs dans les plus grandes institutions, les marchés pourraient décrocher. Deuxième élément, variant Delta qui impacte l'économie, qui cause une quatrième vague, de nouveaux confinements, voire de nouveaux lockdowns ou des restrictions assez strictes, et les prévisions économiques ne seraient pas atteintes. Et dans ce cas-là, on pourrait aussi avoir un décrochage. Mais pour l'heure, tout va bien dans le meilleur des mondes, tous les voyants sont au vert, les buybacks sur des niveaux historiques, les banques centrales rassurent, on continue d'arroser les marchés, les vannes sont bien ouvertes. Résultat, pas d'inquiétude pour le moment sur les marchés, la hausse se poursuit. Ici, ce sont les prévisions de Goldman Sachs concernant le taux à 10 ans US, que je trouve un peu ambitieuse. Goldman Sachs estime que le taux à 10 ans US devra atteindre 1,90 à la fin de l'année, 2,10 en 2022, 2,30 en 2023 et 2,40 en 2024. Actuellement, on se situe à 1,26, il me semble, 1,26 à 27. Pour rappel, malgré un certain nombre de données économiques publiées les semaines passées, dont l'IPC, le taux de chômage initial et des données sur les ventes au détail, les rendements obligataires à long terme ont tout de même fortement chuté. Et les investisseurs estiment toujours et se rallient au scénario de la Fed que l'inflation sera transitoire. Donc effectivement, si elle est transitoire, difficile d'avoir des taux qui explosent, du moins retracent, accélèrent de nouveau en direction des 1,90, 2,10, voire 2,30. Donc un scénario un peu ambitieux de Goldman Sachs, je trouve, encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que Goldman Sachs se plante aussi assez souvent dans ses prévisions. Et finalement, ce recul des taux longs après avoir atteint les 1,70, on a quand même bien chuté en direction des 1,24. Tout simplement, les marchés, encore une fois, ont été réconfortés par le communiqué de la BCE, ainsi que par des chiffres US qui écartent un scénario de surchauffe avec notamment une dégradation hebdo du chômage. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que en cas de baisse des taux, cela devrait profiter aux valeurs refuges, notamment le cours de l'or, mais aussi aux valeurs dites de croissance, donc toutes les valeurs du Nasdaq. Rappelez-vous ici qu'on avait une accélération, une pontification de la courbe des taux. Le Nasdaq avait quand même lâché 6 ou 7%. Donc, si le scénario, en tout cas de Goldman Sachs, est bon, attention sur la tech qui pourrait ne pas apprécier une trop forte accélération du taux à 10 ans. Mais actuellement, voilà pourquoi le Nasdaq accélère aussi fortement, certes dopé par les anticipations de résultats, mais par un recul quand même assez violent des taux longs. Et dans le cas contraire, si on a une forte accélération des taux, dans ce cas-là, il faudra se positionner sur les valeurs dites value et notamment les bancaires. Ici, on avait eu une rotation sectorielle au moment de la pontification de la courbe des taux. Les investisseurs avaient délaissé les techs au profit des valeurs bancaires. Et là, on constate l'inverse. Les valeurs la tech accélère et les valeurs bancaires, elles, ont quand même bien chuté depuis leur récent plus haut. Voilà comment il faut maintenant essayer d'analyser les taux pour comprendre leur impact sur le marché action, mais aussi sur le gold et les valeurs dites refuges. Côté graphique, maintenant, le CAC 40 en pleine forme. C'est haussier, on sort par le haut du porte-voix. Comme je vous disais, les séances précédentes,
Le variant delta, on s'en fiche un peu. Très clairement, du moins pour l'instant, hein, les marchés soit ont des œillères, soit se disent que ça n'aura pas d'impact sur l'économie, mais surtout, c'est les propos rassurants des banques centrales, dont la Fed, qui vont encore rester un bout de temps, comme je vous le disais, au chevet des marchés, continuer d'arroser confortablement les marchés à base de liquidités et d'argent frais et garder les taux bas. Forcément, dans un contexte aussi accommodant, les marchés reprennent de la hauteur. En parallèle, la semaine prochaine, publication des géants du luxe, Hermès, Louis Vuitton, Kering et L'Oréal. Donc très clairement, si elles battent le consensus, je m'attends à une accélération du CAC 40 en direction des 6700 points, voire la borne haute du canal aux alentours de 6828 à moyen long terme. Mais là, pour l'instant, c'est haussier. On a limite un signal technique suite à la sortie par le haut de ce porte-voix. Donc, aucune raison de se mettre à contre-courant. Très clairement, celles et ceux qui ont réussi à se positionner ici suite à la cassure du niveau des 61,8, pour rappel, comme je l'évoquais lors des séances précédentes, eh bien, vous remontez votre stop et maintenant vous espérez que le marché atteigne l'objectif théorique du porte-voix. Pourquoi pas avoir un pullback sur l'oblique, revenir tester la zone un peu intermédiaire de support aux alentours ici des 6500 points. On a quand même un petit niveau de support intéressant à mettre à profit. Voilà, à peu près ici. Un pullback ne serait pas à exclure, mais derrière, ce serait pour se repositionner à la hausse avec un stop loss sous les plus bas et permettre et espérer en tout cas une nouvelle jambe de hausse pour rallier les anciens plus hauts annuels. Mais là, très clairement, c'est haussier, énorme V-bottom qu'on est en train de faire, potentiellement des achats sur repli pour permettre quand même un creux de marché avant de repartir de plus belle. Mais la configuration des prix très clairement plaide pour une accélération haussière dans les prochains jours. Bien entendu, le catalyseur sera les résultats d'entreprise, mais tout de même, je ne pense pas que le luxe, du moins les valeurs du luxe, vont décevoir la semaine prochaine. Donc, pour ma part, un scénario plutôt haussier et une poursuite de la hausse, comme je vous le disais, en direction des 6640, puis 6700 et à moyen long terme, la borne haute du canal. Le DAX, c'est exactement la même chose, fort rebond. Rebond assez puissant sur l'indice allemand, donc même constat, actuellement on se situe un peu au milieu de nulle part. Je vise de nouveau la borne haute du canal. Un nouveau test sur la borne haute. C'est vrai que le DAX piétine un peu, je trouve. Il est dans un gros range, mais à chaque fois on cale sur l'oblique. Donc là, pour moi, si on continue sur cette lancée, c'est direction 15 800, 15 880, pourquoi pas. Mais très clairement, un peu comme sur le CAC, voilà, buy the dip, tous les creux de marché sont achetés, tous les voyants sont au vert, selon les banques centrales, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc aucune raison de se mettre à contre-courant pour l'instant. Et pourquoi pas de nouveau tenter une stratégie vendeuse à l'approche de cet oblique. Ça a quand même donné pas mal de points à chaque fois ici. Donc pour ma part, le niveau qui va m'intéresser la semaine prochaine sur le DAX, c'est les 15 800, 15 820 points. Là, en données 4 heures, bon, pas plus d'informations. On est sur un niveau de prix intermédiaire. On n'est pas sur un gros niveau pour moi. Donc j'attends ma prochaine zone. Tout simplement sur le DAX, c'est 15 800 avec surexcès 15 840.
Le Dow Jones, pareil, toujours haussier. Je vise encore une fois la borne haute du range. Euh, je vous disais hier que si on cassait les 34 800, direction les 35 000, l'objectif n'a pas changé. Je reste toujours sur ce scénario à court terme. Là, bon, le Dow Jones a grappillé quelques points, mais bon, ce n'est pas baissier pour autant. Et donc, je vise toujours 35 000. Objectif final, et les futurs en plus sont dans le vert. On va faire un tour sur les futurs directement pour voir un peu où est-ce qu'on se situe. Mais quand je vois la hausse actuelle sur le marché européen, je me dis que les futurs sont aussi bien orientés ce matin. Mini Dow Jones. Voilà. Donc c'est haussier pour moi. Direction la borne haute. 35 000 points, l'objectif final. Et ensuite, on fera le point lundi pour savoir si les marchés cet après-midi vont réussir de nouveau, enfin, vont tenter de franchir la borne haute de ce range. Dans ce cas-là, on aurait même un signal technique de poursuite haussière. À l'inverse, on s'intéressera de nouveau à la borne haute pour savoir si oui ou non, il faut de nouveau mettre en place une stratégie de trading range avec une nouvelle rotation des cours en direction de la borne basse. Tous les gros indices arrivent sur des niveaux quand même clés, que ce soit le DAX, le CAC, même si le CAC donne le sentiment qu'il va déclencher une nouvelle jambe de hausse avec la sortie par le haut de son porte-voix. En tout cas, le Dow Jones, lui, il manque pas grand-chose pour confirmer. Mais à court terme, en intraday, déjà viser les 35 000 points me semble envisageable. Et ensuite, on fera le point la semaine prochaine, notamment avec la publication des techs, pour savoir si on a un signal technique haussier grâce à la publication des géants de la tech. Pour rappel, l'indice Dow Jones. Dans l'indice Dow Jones, on retrouve Apple et Microsoft qui pèsent 2000 milliards de capitalisation boursière pour Apple et plus de 1400, 1500 milliards pour Microsoft. Donc forcément, si les résultats sont bons, l'indice US devrait franchir ce seuil et accélérer vers de nouveaux records historiques. Le Forex maintenant. L'euro-dollar creuse ses pertes, même après la BCE hier, finalement c'est retombé. Si on regarde un peu, on a eu les annonces ici, discours de la BCE, boum, ouverture américaine, c'est vendu. Ça reste baissier toujours. Ce n'est pas haussier, aucune raison de se positionner à l'achat sur l'euro-dollar. Je vois aucun signal technique haussier, que ce soit en daily ou même en données 4 heures. On est toujours dans une dynamique baissière, des plus hauts, des plus bas, de plus en plus bas. Une oblique qu'on pourrait tracer ici, qui viendrait un peu coiffer la dynamique actuelle des prix, très clairement comme cela. Pourquoi pas un biseau? On pourrait essayer de tracer un biseau, effectivement. Mais dans l'état actuel des choses, ça reste baissier. Donc, pas d'opportunité à l'achat selon moi. Je l'attends toujours un peu plus bas, l'euro-dollar. Pour moi, la zone idéale, c'est 1,1710, 1,1730, 1,1725. Ça, c'est la zone vraiment que je vise. Je surveille quand même les 1,1750 étant donné que c'est un niveau de support intermédiaire. C'est un niveau clé, mais voilà, pour moi, la grosse zone, elle est juste un peu plus bas. C'est ici que j'ai envie de payer l'euro-dollar pour jouer le rebond technique. Du moins, une reprise haussière, potentiellement une reprise haussière sur la borne basse du range hebdomadaire. Mais pour l'heure, c'est baissier, aucun signal technique haussier. Donc, on surveillera les réactions sur le support, si oui ou non on a un chandelier, et potentiellement une sortie par le haut du biseau qui pourrait nous indiquer voilà, une reprise haussière. Mais pour l'instant, c'est baissier, donc aucune raison d'initier des positions acheteuses sur l'euro-dollar. Soit on attend plus bas,
soit on surveille la sortie du biseau en données 4 heures. L'euro CHF, ça me plaît bien. J'évoquais avec vous hier l'euro CHF en vous disant qu'on était sur une zone mensuelle de prix. Juste ici. Voilà, une très belle zone mensuelle de polarité et je m'attendais à un rebond sur cette zone. Ensuite, en données daily, j'aime bien ce qu'on est en train de faire ici. Une étoile doji du matin, même un avalement derrière, et surtout on est dans un range en données 4 heures. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous, comme évoqué hier, ont mis à profit ce range. On avait potentiellement un signal technique avec ce chandelier 4 heures, un stop loss sous les plus bas. Donc pour l'instant, ça semble tenir, c'est même plutôt encourageant quand je vois la bougie daily qu'on est en train de former sur l'euro CHF. Donc je vise 1,0860 en TP1 et TP2, ce serait une sortie de range par le haut pour aller chercher plus haut, justement. Mais là, on a un très beau range. Et tant que la résistance mensuelle ne cède pas sous la pression vendeuse, eh bien, j'estime qu'il faut mettre à profit ce soutien pour tenter quelques achats à bon compte. Peut-être que certains d'entre vous ont tenté des achats ici. Donc, objectif, la borne haute, on garde un reliquat dans l'espoir d'avoir un peu un triple bottom, sortie de range par le haut et qu'on reprenne de la hauteur. Voilà, on est toujours dans un canal baissier, on est venu taper à la borne basse couplée à notre zone mensuelle. Donc derrière, si c'est une phase de consolidation et qu'on sort par le haut, on pourrait aller chercher un peu plus haut. Et je passerai vendeur uniquement si nous avons une clôture sous les 1,0810. Si on a une clôture sous la borne basse du canal et sous la zone mensuelle, dans ce cas-là, je passerai vendeur pour viser 1,0788 et surtout la prochaine grosse zone pour moi qui se situe à 1,0730. NZD USD, le plan semble dysfonctionner. J'attends tout de même une confirmation. Effectivement, on a eu une sortie de range en mode bull bear trap. C'est vrai que le doji ici n'était pas très convaincant. Dommage qu'on n'ait pas une bougie flux. Toutefois, bon, ça semble s'invalider, mais le plan n'est pas invalidé. Tout dépend de comment vous avez placé votre stop loss. Si c'est sûr que si vous l'avez placé au milieu du range, eh bien, vous êtes encore dans le trade. Si c'est un stop loss un peu trop serré, vous vous êtes fait sûrement sortir par le marché. Vous êtes fait sortir par le marché. Voilà ce que je surveille. C'est cet oblique. Donc, tant qu'on est sous l'oblique, voilà, on a un peu, potentiellement, on pourrait essayer de mettre un canal, voire même plutôt un biseau ici. Mais tant qu'on reste sous l'oblique, j'estime que le scénario n'est pas invalidé. Et qu'on pourra avoir une fausse sortie, mais aussi une fausse réintégration, et que derrière, on pourrait quand même repartir. Mais si on a une clôture au-dessus des 0,69, 0,70, 0,69,90, 0,70, ça semble compliqué en tout cas, et il y a une forte probabilité que le marché retourne chercher la borne haute de son range à 70,91. Mais pour l'instant, voilà le seul élément qui me fait garder un peu ce plan baissier, c'est cette oblique baissière. Les prix sont quand même maintenus pour l'instant en échec sous ce niveau. Donc, si le stop loss est plutôt bien placé et au-dessus du range, pour l'instant, pas d'inquiétude. Mais c'est vrai que si on franchit l'oblique, invalidation du plan, et j'attendrai de nouveau le NZD USD pour tenter de nouveau des ventes sur ce niveau technique. Voilà le plan à surveiller sur cette paire. Le gold maintenant. La bougie est vraiment pas belle.
La bougie 4 heures est juste horrible. On a eu une belle bougie ici, un bel avalement haussier sur la borne basse du range. Et là, c'est un peu la débandade, j'ai envie de dire. Bougie fluide directionnelle, c'est pas terrible. C'est pas terrible, j'aime pas la tête de la bougie. Donc, très important, la clôture de ce soir. On est sur la borne basse du range, soutenu avec le plat de Kijun. J'attends de voir. J'attends de voir la séance, mais le plan n'a pas changé. Si on a une cassure des 1790 et que la zone 1790-1800 ne tient pas ce soir en clôture, c'est direction le sud pour viser les 1750. 1750, prise d'appui sur l'oblique haussière couplée au support horizontal. Voilà le plan en moyen long terme si on casse ce niveau. Sinon, là, il va falloir une grosse force acheteuse pour essayer d'empêcher une accélération baissière. Pour l'instant, ça tient. Je vais réajuster le range, enlever celui-là, me dire qu'on est ici. C'est vrai que certains y verront une épaule tête-épaule, elle n'est pas validée, mais voilà, tenter des achats ici, ça reste ambitieux. Même si on fait une belle mèche là en 15 minutes, c'est vrai qu'on voit que ça c'est quand même bien défendu ce niveau par les acheteurs. Mais je me méfie, j'aimerais bien un beau chandelier de retournement. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais certes, sur une grosse zone de prix, donc peut-être que certains tentent des achats à bon compte avec un stop loss assez réactif et une mise à BE très vite pour ne pas subir l'accélération baissière si on casse. À voir avec l'ouverture américaine cet après-midi à 15 h. Mais pour moi, le signal sera donné en clôture de bougie. Donc, je surveille la clôture sous Kijun, sous 1790. Et dans ce cas-là, je passerai même vendeur pour viser les 1750. Le Brent, le TP1 a été fait suite à l'étoile du matin Doji, la cassure de la MM50, de la Kijun, de la Tenkan, du niveau des 50. Je vous disais que hier j'étais plutôt haussier sur le pétrole avec un stop loss juste en dessous, d'essayer d'avoir le pullback et de viser le niveau des 61,8 de Fibonacci. C'était un peu le plan que j'avais hier et en TP2 les 75-60. Donc TP1 fait et si vous avez réussi à prendre le Brent sur un repli ici, eh bien mise à BE du stop loss à break-even, vous ne pouvez plus perdre. Une prise de bénéfice a été faite sur ce niveau ce matin ou durant la nuit. Et maintenant, vous espérez que le marché casse pour aller chercher le prochain niveau. Voilà. Pour moi, le plan n'a pas changé. On est sur un gros niveau, certes, plutôt neutre pour l'instant. La divergence n'est pas validée, vous voyez. Et même, on fait une sacrée bougie avec une très belle mèche et on va clôturer au-dessus de l'Intencan et au-dessus de la résistance, enfin au-dessus du support des 72,45. Donc très clairement, c'est pas le moment de vendre. Divergence non validée. Elle l'était durant la semaine, mais après cette remontada et finalement on va clôturer vers la séance, la semaine et au-dessus du support. Je ne passe pas baissier sur le pétrole. Je garde le plan haussier que je vous ai donné hier. Et maintenant, j'attends de voir la réaction sur le niveau des 61,8. Voilà ce que je surveille. Donc, plutôt neutre. Un biais quand même haussier. Vous avez dû protéger votre trade. Et si on casse ce niveau, voilà, prochain niveau pour moi, c'est 75-60 et de retour sur l'oblique haussière. Pour le WTI, c'est exactement la même chose.
et haussier, encore une fois, étoile du matin Doji, cassure moyenne mobile 50, Tenkan Kijun, on parvient à reconquérir le niveau des 71,50. Si on bascule en hebdomadaire, on se rend compte aussi que la divergence n'est absolument pas validée, qu'on fait une belle remontada, qu'on va clôturer vert. Aucune raison de passer vendeur, très clairement. Aucune raison de passer vendeur. Et là, on est au-dessus de la belle zone de prix. Je vais mettre en données 4 heures. Voilà, on a transpercé la zone de polarité, la MM50, c'est haussier, le pétrole, il ne faut pas vendre. Du moins pas maintenant en tout cas. Voilà, on va aller chercher les 61,8, je pense que c'est bien parti, mais je passerai vendeur sur le pétrole si j'ai une énorme bougie flux baissière en données 4 heures qui me forme un avalement et qui repasse sous le niveau des 50 et sous la même 50. Là, très clairement, je repasserai vendeur sur le pétrole. Mais quand je vois comment on empile les bougies 4 heures et comment elles sont impulsives et directionnelles, je ne peux pas être vendeur sur une telle configuration graphique. Pour moi, c'est haussier, on s'est fait plus de peur que de mal. Donc sur le Brent, on avait un petit plan de trading intéressant. Hier, sous le WTI, on était sous la zone, c'est ça qui me dérangeait, alors que sur le Brent, on était au-dessus. Donc plutôt un scénario haussier sur le Brent. Mais pour l'heure, soit on est neutre, soit on est à l'achat et on a un stop à break-even et on espère que le marché aille un peu plus haut. Sinon, si on est neutre, eh ben, on attend le marché, soit on attend un gros signal technique baissier, soit on laisse le marché finir sa course pour tenter une nouvelle fois un short dans la zone mensuelle, tout simplement. Voilà. On attendra de nouveau un retour sur la zone mensuelle avec un signal technique baissier pour revendre le pétrole encore une fois. Mais là, les acheteurs gardent la main. En tout cas, on s'inscrit toujours au sein d'un puissant rebond et j'ai clairement pas envie de me mettre à contre-courant. Pour terminer, le Bitcoin, rien n'a changé depuis hier et avant-hier. Pour moi, on a eu un signal technique haussier avec l'avalement. Certains, comme je vous le disais, ont sûrement pu jouer, ont anticipé cette reprise grâce à la divergence 1 heure dont j'évoquais mardi. Stop loss ADE pour eux. Pour les autres qui n'ont pas pu prendre cette divergence, certains ont peut-être pris l'avalement baissier sur clôture. Dans ce cas-là, c'est un stop loss sous les plus bas. Et maintenant, on laisse faire le marché dans l'espoir qu'il aille chercher sa moyenne mobile 50, qui devrait baisser sur le niveau intermédiaire à 33 850. Et ensuite, pour moi, c'est objectif, la borne haute du range à 40 800 $. Et si derrière, on pète ce niveau, ce serait donc le scénario que j'anticipe et sur lequel je mise, à savoir une reprise en U sur l'ensemble des crypto-monnaies. Voilà le plan, mais il n'a pas changé depuis hier sur la crypto. En données 4 heures, on va enlever le triangle, l'objectif a été atteint. En données 4 heures, cette oblique là, est-ce qu'on n'a pas une deuxième oblique? Ah si, voilà. Maintenant, surveillons la cassure de cette oblique. Est-ce qu'on peut mettre un canal baissier? Ouais, on pourrait presque mettre un canal baissier, dommage. Bon, on peut essayer de cadrer un peu cette dynamique haussière, bel avalement, et là si on pète ce gros niveau, direction la moyenne mobile 50 et surtout ce seuil, ça c'est un niveau intermédiaire, ça c'est un gros niveau à passer, et si on le passe, très clairement je vise 40 800 $ sur le BTC. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite donc une excellente journée, de très bons trades, un excellent week-end aussi. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour faire un point complet sur la planète finance.